Et il y a 2 ans, on a entamé un voyage sans date de retour pour tenter d'atteindre le Japon par la voie terrestre. Derrière ce projet, une idée simple, y aller le plus lentement possible. Car ce n'est pas la destination qui compte, c'est tout ce qu'il va se passer en chemin. Après avoir passé plus d'1 année à explorer l'Asie centrale, notre voyage nous amène aujourd'hui encore un peu plus loin vers les terres orientales. Il existe là-bas une région majoritairement constituée d'étendues sauvages. Un immense plateau d'altitude, grand comme presque 3 fois la France, qui compte la plus faible densité de population de la planète. C'est un des rares pays au monde où une grande partie de la population est encore nomade. La Mongolie. Le pays du ciel bleu, offrant un horizon sans limite, ni à la beauté, ni à la spiritualité, ni à la rudesse ou à l'âpreté des conditions de vie. Parmi les nomades, il y a ceux qui vivent dans le désert avec leurs chameaux, ceux qui sont un point dans l'océan des steppes avec leurs yaks, moutons et chevaux, ceux qui vivent dans la taïga avec leurs rennes à l'abri de leur tipi, et ceux qui ont installé leur yourte dans les montagnes de l'Altaï. Parmi cette dernière minorité vivant à l'écart du reste du pays, certains ont développé un mode de vie qui n'a aucun équivalent dans le monde, en lien étroit avec un prédateur extraordinaire. C'est à la rencontre de ce peuple, qui se distingue par ses traditions, ses croyances et même son langage, qu'on te propose de partir aujourd'hui. Sois prêt pour ce voyage, car la Mongolie bouscule. Elle nous a nous-mêmes bousculés il y a 7 ans. Et ce n'est pas un hasard si tout ce qu'on a entrepris depuis nous mène à nouveau à fouler ces steppes, déserts et montagnes aujourd'hui. Arriver en Mongolie par la voie terrestre est une sacrée aventure, tu t'en doutes. Après un énième passage de frontière, après avoir quitté notre pays depuis 2 ans et parcouru 30 000 km et surtout 7 ans après se l'être promis, le sentiment d'être là et de rouler sur ces terres est indescriptible. La Mongolie! La Mongolie! On est en Mongolie! On a roulé 30 000 km pour arriver là et on y est, ça y est! Ah, c'est fou! Faut m'arrêter, faut réaliser un peu là. On nous a emmenés jusque là. Après tout ce qu'on a traversé, on s'était promis de revenir. Et là, on peut profiter, ça y est, on peut le dire, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on a tellement de choses à voir, on a même des gens à revoir, enfin c'est un peu fou. 7 ans. Ouais, un peu d'émotion. Ce passage de frontière est symbolique. On t'en parlait dans le tout premier épisode de cette chaîne YouTube. La Mongolie, c'est le pays qui a fait en quelque sorte basculer nos vies. Car c'est ici qu'il y a 7 ans est né un rêve, celui de se construire une vie différente. Une vie d'aventure, de découverte, basée sur le nomadisme et l'autonomie. Ça paraît très idéaliste, on est d'accord. Mais on a quand même essayé. Et après 7 années remplies de doutes, de travail, de sauts dans l'inconnu, de défis, aujourd'hui, on est ici. En s'étant construit un métier et une maison qui nous permettent de parcourir et documenter le monde. Et 7 années après, on a tenu notre promesse, celle de revenir là où ce rêve était né, si on arrivait à le réaliser. Je repense beaucoup au Maxime et Delphine d'il y a 7 ans. Ils ont grandi quand même. Ouais, grandi. Ouais. Mais même 7 ans après, il y a certaines choses qui n'ont toujours pas changé. Tu les vois apparaître au début de chacune de nos vidéos. L'équipe qui se cache derrière ce logo nous accompagne depuis des années sur tous nos voyages et on est très reconnaissant qu'il soit aujourd'hui un des soutiens majeurs de notre travail par ici. Cette équipe, c'est celle de Chapka Assurance. Une assurance voyage est indissociable d'un voyage à l'étranger. D'autant plus quand celui-ci implique des randonnées, des treks à cheval, des explorations en milieu reculé ou glacé. Cela dit, malgré ça, c'est en se baladant tranquillement en claquettes t-shirt dans un des endroits les plus touristiques de Thaïlande il y a 6 ans qu'on a dû faire appel pour la première fois au service de Chapka. À cause d'une mauvaise chute, on avait eu droit à IRM, immobilisation, médicaments, béquilles, kiné, la totale. Mais heureusement, Chapka avait tout pris en charge.
Au-delà d'être là pour couvrir ces dépenses imprévues et ces accidents vite arrivés pour tout type de voyage, les longs, les courts ou même des types de voyages plus spécifiques comme les PVT, Chapka, c'est aussi une équipe impliquée de voyageurs, de voyageuses, avec qui on prend toujours plaisir à partager avec le plus grand nombre notre passion du voyage et de l'aventure. On les remercie d'être là dans les bons comme les mauvais moments. Avec le code Intro de Paul, on est heureux de te proposer moins 5% sur tes assurances pour tes prochains voyages. On te met le lien de leur site ici en description et d'ailleurs si tu passes y faire un tour, il est très probable que tu vois une photo prise pas si longtemps après le passage de frontière dont on est en train de te parler. Bienvenue dans l'extrême ouest de la Mongolie, première région qu'on découvre en arrivant par la voie terrestre. On est ici très loin d'Oulan-Bator, la capitale du pays. L'extrême ouest est une région à part. Pas seulement parce qu'il faut plusieurs jours de route pour l'atteindre depuis la capitale, mais aussi parce que c'est la terre d'une minorité ethnique. Les Kazakhs de Mongolie. Ce peuple nomade qui, comme les Mongols s'est aujourd'hui en partie sédentarisé, vit ici, mais parle une autre langue, le kazakh, a des coutumes qui diffèrent et également ses propres croyances. Comme leur nom l'indique, ils appartiennent au peuple kazakh, dont le nom signifie « homme libre » ou « vagabond ». Un peuple qui s'est retrouvé divisé au début du XXe siècle, lorsque les grandes puissances russes et chinoises ont établi des frontières là où ils voyageaient avant librement. Olgi est la capitale de la région. Située à 1700 mètres d'altitude et comptant près de 30 000 habitants, cette petite ville s'est construite au milieu des montagnes pour devenir le chef-lieu des terres kazakhes. À la croisée de la Chine, de la Russie et de la Mongolie, elle est aussi un carrefour commercial important. Du fait de son isolement géographique avec le reste du pays, Olgi est encore une destination où peu de voyageurs s'aventurent. Du moins, la plupart de l'année. Car à une certaine période, tous les regards se tournent vers cette ville entre deux montagnes pour une raison bien particulière. Celle qui fait que nous sommes ici à cette date précise. Hello, my name is Max. Nice to meet you. And this is Yefim. Dawit. Dawit? We don't say that shit. Dawkish. That's like my nickname. Ah, okay. Nice to meet you guys. So, how was your trip? All the way to Mongolia. Amazing. Amazing. We almost cried when we crossed the border. Dawit fait partie des Kazakhs de Mongolie. Parlant très bien anglais, ça fait 10 ans qu'il a entrepris de faire découvrir ce qui fait la beauté de sa communauté et de son pays. Il parcourt cette région reculée depuis l'enfance. Et plusieurs de ses compétences vont nous être précieuses pour ce qu'on s'apprête à faire. Ça fait des semaines qu'on est en contact avec lui. So, plan for tomorrow. We're gonna head out of the country, 200 kilometers away from here, more to the west, close to Chinese border. And the road is gonna be a little bit difficult, bumpy. It's not a paved road, it's a dirt road. So I hope so. It should be fine. You guys meet your car. Family knows which we are. You guys is coming, so they're waiting for you guys. So I hope so. You will enjoy it and stay with them. Let's do it. Yeah. Let's do it. It's so exciting. Very exciting. Aujourd'hui, une longue journée de route nous tend les bras. Ou plutôt, nous tend ses cailloux, sa terre, ses cols et ses montagnes. Je crois que c'est le genre de journée qui pourrait se diviser en deux au vu de l'itinéraire. Mais on part avec un Kazakh. Alors ce sera une journée. À nous d'être des pilotes efficaces. On a l'impression de s'embarquer dans un rallye. Dawit prend la place du copilote.
Au bout de 5 minutes, on quitte le goudron. On est dans la nature, dans un nulle part, immédiatement. Pas de panneau, aucune idée de la direction. Seul Dawit connaît le chemin et on écoute ses instructions. Ça sent la fin des routes, non? Baisse de pression des pneus, là on n'a pas le choix. On a que de la piste. L'histoire de la Mongolie. Je crois qu'on va pas regonfler avant un moment. On va vite la rencontre de ceux qui peuplent la région. Il faudra qu'on demande à Dawit, mais je crois qu'ils sont plus nombreux que les êtres humains par ici. Pas de détour. Après quelques plaines, on garde le cap droit vers la famille qui nous attend à des centaines de kilomètres de là. Et ça implique de passer par des montagnes. Elles sont les remparts naturels de l'Altaï mongol. Au milieu, il faut trouver l'école, passage vers le monde de ces nomades si particuliers. On ne tarde pas à réaliser qu'on s'enfonce aux confins de 3 immenses pays. So from here we can see highest mountains of Mongolia. You can see Huiteng, the highest peak is 4,374 meters high. It's to the right side, that's a Friendship Hill. It's like Nairamdal in Mongolian. 3/4 point is there. That's why they give this name. From right side Russian border, left side Chinese, and then Mongolian border. It's like 3-point border. Ça y est, là on se rend compte qu'on est vraiment à la jonction de tous ces géants. 3 pays immenses. Et c'est ici qu'ils se rejoignent. En Mongolie, les cols ou points culminants sont marqués par la présence d'ovo. Dans ces amas de pierres et de bois se mêlent tissus colorés et offrandes. Ils matérialisent un lieu sacré, à mi-chemin entre les croyances bouddhistes et chamaniques. Un lien entre les humains et les esprits du ciel et de la nature. C'est pourquoi les Mongols y déposent des offrandes pour les honorer. Billets, gouttes de vodka, lait, crins de cheval ou tout autre objet symbolique. La culture veut qu'on y laisse à minima une pierre, en faisant 3 fois le tour de l'ovo, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le dernier qu'on croisera sur notre route. Au-delà de ces frontières invisibles, ce sont les coutumes kazakhs qui prédominent. Et contrairement aux Mongols, les Kazakhs sont musulmans. Un islam souple, peu ritualisé, où les croyances chamaniques et tingristes se mêlent encore de façon importante. Mais un islam où les ovos n'ont pas trouvé leur place. Plus d'une demi-journée qu'on roule, et les montagnes enneigées en toile de fond semblent enfin se rapprocher. Dawit nous dit que c'est notre cap. Elle délimite la frontière avec la Chine. C'est vers elle que nous devons aller. Alors on garde le cap, et on ouvre grand les yeux sur ce qui nous entoure. En cet automne bien avancé, on croise des nomades en transhumance. Plus on avance, plus avoir un cap prend son sens. Peu de gens roulent ici. Les traces légères qu'on suit de temps à autre ont été faites par la famille qui nous attend, ou leurs voisins. On sait qu'on se rapproche. Et l'excitation de faire la rencontre de ces gens va en grandissant. Selamat be. Жақсы сәлеметсіздер. Қалайсың? Сәлеметсіз бе? Амандасыз? Ассалаумағалейкум. Қаланқалай. Жақсы. Жақсы? Жақсы. Қаланқалай. Амандасыз. Hey.
His name is Esen. Esen? Esen. And Erkebek. 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 Aysulu. Aysulu? Aha. Gaslo. Daslu. Ha. Benim adım Delfin. Delphi. Aha, Aha. Delfin. Benim adım Maxim. Maxim. Aha. Al canım. You go. Okay. Oh, salam ve benim adım Maxim. Erkul? Circle. Circle. So that's okay. You can keep shoes on. Wow. Esen, sa femme Sekou et leurs enfants, du plus grand au plus petit, Erkebek, Aysulu et Yansulu, sont une famille nomade. Ils élèvent 90 yaks, 700 moutons, 40 chevaux et 20 chameaux. Ils vivent la moitié de l'année en yourte, l'autre moitié dans de petites maisons en rondins de bois, habitation typique de l'Altaï. Cette année, le climat ne leur a pas fait de cadeau. Les pâturages sont secs et la neige est déjà tombée alors qu'ils étaient encore dans leur yourte d'été. Ils ont effectué une transhumance récemment dans la précipitation. Leur petite dernière, Yansulu, a attrapé froid dans la yourte quand la neige et ses moins 10 degrés sont arrivés sans prévenir. La maison dans laquelle ils nous accueillent, faite de bois et de terre, leur fournit un abri un peu plus confortable pour l'automne. Dans le reste de la Mongolie, des nomades vivent à l'année en yourte, car ils parviennent à trouver des endroits plus cléments. Mais ici, au pied des monts Altaï, les conditions sont plus rudes et les épisodes neigeux plus fréquents. Atteindre cette maison devait leur procurer un peu de répit. Mais comme les torrents sont déjà en partie glacés et que même ici les pâturages ont souffert du manque de pluie, ils ne pourront pas tenir longtemps. Ils devront bientôt entamer une nouvelle transhumance pour rejoindre leur camp d'hiver plus près d'un village où l'eau ne devrait pas être encore gelée et du foin attend les animaux. La maison se compose d'un sas d'entrée, fait pour couper le reste de l'habitation du froid extérieur. Quant à nous, on s'assoit dans la grande pièce centrale où se trouve le poêle. Celle-ci s'ouvre sur 2 petites chambres où se répartit la famille pour dormir. À notre arrivée, le thé au lait fume déjà au-dessus du poêle et Sekou nous en met vite un bol dans les mains. Les Kazakhs adorent y ajouter du beurre, surtout l'hiver. Comme tous les nomades, ils produisent leurs propres produits laitiers. On a entre nos mains le lait de leur yak et le beurre fait avec le lait de leur yak. Yes, always. Oh, The yak cream is the best. yes, it's Very rich. very good. And Damn butter. They Ça make reste là. also from yak. Même si on s'arrêtait là, le mode de vie d'Essen et sa famille pourrait déjà être considéré comme hors du commun. Mais les spécificités de leur tradition ne s'arrêtent pas là. Essen et sa famille sont des nomades particuliers. Une minorité parmi une minorité. Cela fait 3 générations qu'ils perpétuent une coutume kazakh dont l'origine remonterait à plus d'1 millénaire. Elle illustre un savoir-faire unique et leur lien profond avec la nature, en symbiose avec un des plus redoutables prédateurs de la planète. Менің атым Есен деген жігіт, Сайлаудың еңсің баласымын, осы Моңғолда өмір сүріп, жасым 35-те. Малшымын, осы мал шаруашылығымен осы қырда өмір сүріп жатқан адамын. Мал бағып, сол бүркіт ұсап, қырда өстіп тіршілік істеп жатқан адамдармыз. Менің атым Еркебек, мен де сол әкеммен бірге бүркіт салам. Малшымын. 12 жастамын. Essen et son fils Erkebek sont des Berkouchi. Ils perpétuent la tradition séculaire des chasseurs à l'aigle de l'Altaï. Ce savoir-faire ancestral particulièrement impressionnant se transmet de père en fils et depuis peu de père en fille parmi les Kazakhs. Un art qui valorise la patience et le respect mutuel entre l'homme et l'animal. Où pendant un maximum de 7 ans, l'aigle royal deviendra comme un frère pour le chasseur. Ce dernier devra l'élever, apprendre à le connaître, le comprendre, pour être capable chaque hiver de partir chasser avec lui dans les montagnes. Au bout de chaque cycle de 7 années, l'aigle est un jeune adulte.
Le lien doit être rompu. Le chasseur a pour devoir de redonner à l'aigle royal sa liberté. Il le relâche alors dans les montagnes auxquelles il appartient, en lui nouant un ruban blanc autour de la patte, signe qu'aucun homme ne devra plus le capturer. La famille d'Essen possède 2 aigles royaux, 2 femelles, car ce sont toujours elles les plus imposantes et les plus redoutables à la chasse, de 2 et 4 ans. C'est Silo, le père d'Essen, qui lui a inspiré cette passion pour cet art. Il est malheureusement décédé il y a quelques mois, renforçant l'ambition d'Essen de perpétuer cette tradition qui faisait sa fierté. Ол кісі өзі баяғы малшы болды, одан кейін сол әлгі сал сиырлық құрып, бүркіт салған деген міндетті нәрсе емес. Сал сиырлық құрып, еркек жігіт адам. Тауға саяхаттап шығып, өзін өзі баяғы мен болған кезде өзім ат қосқанды, бүркіт салғанның бәрін жақсы көрдім де, бірден қырда өскендіктен осы қырдағы істейтін өзімнің сал сиырлық құрғым келді де, сондықтан осы бүркітпенен аң аулағанның бәрін қызықтап, сондықтан бүркітші болып кеттім. Мен 21 жасымда бастадым. Еркін сен неге бүркітші болғың келді? Өзім енді бүркіт салғым келді. Аңға шығып, аңға салғым келді. Ал осы енді Еркебек сенің жаңағы бүркітшілік кәсібіңді жалғастырғанына қуанасың ба дейді? Иә, қуанам. Енді жаңағы жем бергеннен бастап, жаңағы көтеріп ары бері жүргеннен бастап, құсқа қандай бір қатты қарамау керек, ұрмау керек, соқпау керек, соның бәрін ұқтырамыз. Аңға шыққанда жаңағы шығатын тұрғысынан тартып ұқтырамыз. Сөйтіп барып бұларды енді бүркітші қыламыз ғой, сөйтіп айта жүріп. Erkebek n'a pas hésité dès le plus jeune âge à suivre les traces de son grand-père et de son père. C'est drôle de constater que ce n'est pas tout à fait le cas d'Essen, qui a attendu ses 21 ans, ce qui est relativement tard selon la tradition, pour devenir chasseur à l'aigle. Il n'avait pas envie que cette voie soit un chemin à suivre par obligation. Il a d'abord voulu ressentir que l'envie de prendre part à ses coutumes venait de lui. David, qui est maintenant un ami de longue date de la famille, nous raconte que malgré cette remise en question et ce début relativement tardif, Essen n'a pas tardé à devenir un des meilleurs chasseurs de sa région. Il est très vite devenu passionné. Dès sa première année, il aurait acquis des facultés qui nécessitent souvent des années d'entraînement, et il a même gagné des prix en participant à des compétitions renommées. Today he went for herding the yaks, goats and sheep on the mountain, and he took with his eagle with him, and he caught one fox. It's like starting a season. And it's like a special moment for Kazakh people. You call it by Yeah, special name, right? we call it bawashar when they catch like first fox in the season. So he did a bawashar today. Yeah. With his eagle. Ce n'est pas un fait anodin. Attraper un animal est rare, d'autant plus à cette saison. Les renards sont encore à leur maximum d'énergie. Ils sont d'autant plus difficiles à traquer, et se battre avec eux est plus dangereux pour l'aigle. Cette première prise précoce souligne les excellentes capacités de son aigle et l'efficacité de son dressage. Comment tu te sens? Là, j'ai un petit peu froid. C'est un peu refroidi. Oui, ça se refroidit super vite. De journée. Mais je me sens transporté là un peu. C'est après ce long périple en 4x4 à travers ces paysages, d'arriver là, entouré de yaks, de moutons et dans ces maisons en bois qu'on n'avait jamais vues du coup. La première fois qu'on voit ce type d'habitation. Ouais, je pense que transporter c'est le bon mot pour définir cette première journée. On a tellement roulé au milieu de nulle part pendant tellement longtemps pour arriver ici. Tu te demandes quand même comment ils ont trouvé cet endroit. Ouais, au milieu de blé.
C'est le début de journée, notre première avec la famille. Et tous les débuts de journée sont pareils, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Il faut traire les yaks. La seule différence, c'est qu'en hiver, Sekou attend que le soleil se lève. Le froid dehors est mordant. C'est à elle que revient cette tâche. Une tâche essentielle, qui est la principale ressource de la famille. Elle lui demande 2 fois par jour entre 1h30 et 2 heures de travail, uniquement pour la traite des yaks. Ensuite, il y a les heures de travail pour transformer cet or blanc en crème ou beurre ou fromage. Mais même si ce sont des tâches exclusivement féminines, il faut croire qu'Essen a eu de la compassion pour sa femme et qu'il a ressenti le besoin de la soulager d'un peu de travail, d'une manière assez insolite. Il a créé une machine à battre le beurre. Sekou nous dit que c'est ce qui lui prend le plus de temps, que c'est ce qui lui fait le plus mal au bras aussi. Grâce à cette machine, elle a plus de temps pour s'occuper du reste de la maison. Son père est parti chasser, sa mère traite les yaks, son grand frère est parti s'occuper du troupeau. Pendant ces quelques heures matinales, c'est donc à Aïssoulou, du haut de ses 5 ans, de s'occuper de sa sœur et d'être déjà une apprentie maman. Après avoir fait la vaisselle du petit déjeuner, bien sûr. Entre 2 tâches ménagères, un thé au lait bien chaud, toujours. On profite de ce moment privilégié pour discuter avec Sekou. Сол қандай жұмыстар мысалы таңертең тұрып кешкіге дейін не істейсің сол таңертең тұрып сиырға шығамыз одан кейін шай ішіп үй тазалаймыз одан кір қуып бауырсақ іркіт деген болса қуырып қайнатамыз деген бүркітшілер туралы не ойлайсың үйде бүркіт тұрғанына туралы не ойлайсың дейді болады ол үйге тоқтамайды еркуға баяғыда білінбейді енді өте суықта қыста же бүркіт салып кеткен кезде сен қорқып отырасың ба дейді қайтып балаң енді өстіп суықта бүркітші болып кетеді дегенге қорқасың ба дейді қорқамыз ерку бүркітке түркет болса күн суық болса тоңып қалды ма қарды бұрқақ болса қарды бұрқақта адасып кете ма деп телефонмен сұрап отырамыз қайда жүрсің қайда Come back home, I need you, I love you. үйге кел деп жалғайсың ба дейді Рахмет. En dehors du mode de vie nomade, on ne peut s'empêcher de remarquer la différence majeure avec notre mode de vie en France. Les enfants ont une énorme part de responsabilité dans les tâches ménagères. Ils sont une aide essentielle pour leurs parents. Un quotidien prenant où le temps libre est loin d'être un acquis et qui, selon le statut des familles, laisse parfois peu de place aux ambitions personnelles, aux rêves ou même à l'école. сенің андағы артындағы атыңды көріп тұрмын бірақ сен неше жастан бастап Мен әкем 5 жасымнан бастап үйреткен маған. Қойға алып жүріп ат мінеді. ерку сенің арманың немене Арманым жоқ. Оқуым келеді, сол қалаға барып. Сайда болғым келеді. Le retour des scènes marque la fin de la matinée. Et c'est une bonne matinée.
car il ne revient pas les mains vides. Là, ce matin, il était juste parti en disant bah, je vais essayer de chasser quelque chose avec mon aigle. Et là, il revient 3 heures après Oui. avec la proie. Un beau renard. Il l'a attrapé super vite apparemment. Déjà, il revient au bout de 3 heures. D'habitude, il peut passer une journée entière. Et il est là. Тура бірінші барғаннан туыстан ма? Туыстан. Eagle is got first and then his friend is eagle got on the back. So 2 eagles on the fox. He is happy? Қуаныштасың ба дейді. Yeah. Les vêtements d'hiver coûtent cher. Dans la même logique que pour les produits dont ils se nourrissent, la famille économise de l'argent en produisant ses propres ressources. Les fourrures servent à faire leurs bottes, leurs gants, leurs bonnets, leurs manteaux. Parfois, ils les vendent pour en tirer un peu d'argent, mais ça reste rare. Sous l'œil attentif de son fils et curieux de ses filles, Essen s'applique à enlever la peau. L'opération doit être parfaite pour en tirer le plus de matière possible. Pour les chasseurs à l'aigle, les vêtements fabriqués à partir des fourrures de leur proie sont un signe distinctif. Les chasseurs les plus respectés portent traditionnellement d'énormes manteaux en peau de loup. Les loups sont les proies les plus redoutables pour un chasseur et son aigle. Peu de chasseurs arrivent à en attraper dans leur vie, et un manteau complet nécessite la peau de plusieurs loups. C'est le symbole ultime des capacités exceptionnelles de ce rapace vénéré et de l'homme qui a l'honneur de chasser avec lui. Өте қуанып тұрамыз ғой. Біз енді алдымыздан аң қашқанда бүркіт кеткен өте қызықты болады. Бүркіттің түлкіге қарай ұшқаны өте қызықты болады. Барып ұстағаны, соның бәрі өте бізде мотивация өте күшті болады бізде. Қолыңа бүркітіңді ұстап, аттың үстіне мініп сөйткен кезде қандай сезімде боласың? Жақсы, қуанышты. Бүркітті енді бүйтіп өзің көтеріп алып жүру қиындау ма? Өйткені андағы 5-6 кіл шығатын ауыр ғой енді. Қиындау, дегенмен оңай. Бірақ та өзіме. La viande fraîche sert à nourrir les aigles. Les mois qui suivent l'été sont importants. Les aigles doivent être en pleine forme pour le long hiver qui arrive, synonyme de période de chasse. Leur alimentation doit être particulièrement équilibrée, ils doivent gagner en muscles et perdre la graisse accumulée. C'est aussi pourquoi Essen emmène ses 2 aigles s'entraîner au moins une fois par semaine et les installe volontairement à l'ombre où il fait plus froid pour qu'ils s'acclimatent plus rapidement. Sa tête. No. Түлкіні қайтып ұстадым да қайтып ұстап қалды. Үйден шықтық. Түлкі қашады деген тауға бардық. Содан қашатын бір-екі жер болатын. Соның біреуін қарап еді. Ода жоқ қой. Одан теріскей күн бойының айланып теріскей айланып жарық деген түлкі қашатын жер болатын. Әгіге шығып содан қашты, содан атып сойыстық. Содан алдық та айырып қайтадан үйге қайттық. Yeah, they just release the eagle. Fox is running away, the eagle will see and wants to fly. They give him kind of signal to the hunter and then they just release it. So eagle is just flying down and catch the fox. Бетіңе не болды дейді, соны айтып берші дейді. Бүркіттің тұяғы тиіп кетті мынаған. Жемге таласып бүйтіп ұстап отырған жемге таласып қалып чоқ қалғанда тұяғы тиіп кетті. So with the nose? No, with the talon. Ah, really? Yeah. Бүркітпен аңға шыққандай бүркіт үшін ең жәнегі жыртқыш бүркітке қиын қандай ән дейді? Мән. Мәлім ба? Мән.
ұстаған кезде басын ішіне тығып жібереді да күжірейіп жонын ұстатады да әбден бүркіт ұстап болғаннан кейін басын шығарып келіп содан қалаған жерінен шайнап бүркіттің жаңағы бірақ қасқыр ол енді өте жыртқыш нәрсе ғой ол бүркітті айландырмайды тұяғы тиіп ұстағанмен сыпырып лақтырып жібереді. Біз енді қолымыз тигенде өзіміз бір құс етіне келген кезде шығамыз да сөйтіп алған кезде жақсы енді баяғы алмасақ та көңіл күйден үміттенеміз енді өндірмейміз ешқандай. Секуге сұрақ дейді. Есен бүркітке шығып, түлкі мүлкі ұстап, аң ұстап келгенде көңілді келе ме, қайтып түкте жоқ келгенде қара түнек болып келе ме дейді. Yürüyüp çay için. I'm not doesn't care about that. If it came back and having a tea. No break? So where did you get the water? From the river down. On partage tous les moments de la famille, ce qui veut dire également tous les repas. Ils sont majoritairement constitués de viande et de produits laitiers, puis de riz ou de pâtes, parfois quelques carottes. Le principal vient de leur production. Le reste est acheminé de temps en temps depuis le village le plus proche, à plus de 100 km de piste. Pour subvenir à leurs besoins, ils tuent un mouton toutes les 2 semaines. Ils en conservent toutes les parties pour leur consommation et la peau pour leurs vêtements, leur matériel ou la revente. Alors, ta première expérience en tant que leader d'estomac de chèvre? Ben, d'un côté, c'est sûr que c'est pas quelque chose de plus agréable à faire, mais ça montre aussi qu'ils ne perdent aucune partie de l'animal qu'ils viennent de tuer. Donc, c'est bien de participer aussi à ça et de voir qu'ils conservent vraiment toutes les parties de l'animal qui seront mangées et utilisées. Donc, Ouais. mais ça pue. Ça pue. Plus on passe de jours avec eux, plus on comprend à quel point leur vie est liée à celle de leurs animaux, qui elle-même est étroitement liée au climat. Essen nous expliquait le jour de notre arrivée qu'il ne pourrait finalement pas rester beaucoup de temps ici, à cause des pâturages asséchés. Ce soir, il nous dit qu'il vient d'apprendre que c'est pareil plus bas au village, là où il comptait passer l'hiver. Il n'y aura pas assez d'herbe pour ses animaux, ni de foin. Il va devoir se séparer de la moitié de son troupeau. Yeah, in winter place, there is like no grass. No grass. actually. Yeah, not enough grass for the animals. So they need to have to sell half of the animals. They do have like 800 animals, goat and sheep. Half is like 400 they need to sell. Just because there is no grass to feed the animals. Yes. Everything. Nowadays they kill like smaller animals, sheep and goat. If they kill cow, it's hard to keep all meat is fresh. Like the beginning of the November, all the families prefer food for winter, which is one family around like 10 goat and sheep, and 1 horse or 1 cow. And they dry it in small, like separated room. Yes, so they kill.
they kill all animal in one day before winter, Yes. and they make it dry to keep it for all of the winter. Yeah, because in that time of the old animals is fat, Yeah. more meat, and if they kill in winter, it's not anymore. Yeah. Partager leur quotidien, leur repas, en apprenant ces nouvelles, c'est prendre conscience de la valeur de chaque assiette. Bismillahirrahmanirrahim. Басқа ұлтқа салық, не тілесек тілегіміз қабыл болсын. Amen. 그냥 부어서 그냥 삼사시. Ce soir-là, pour égayer un peu le repas, on était content d'apporter une petite touche personnelle, un petit luxe qu'on sait qu'ils n'ont pas souvent. бірақ мен жеймін. Жоқ. All is mine. Жоқ. 너슨 제? Иә. Hey, досым жүк. Қандай екен жеп айтасың ба енді. Күшті екен. Күшті? Кыдыршак. She's the best. Bonjour, Bonjour. il est quelle heure? Là, il est 6h30 ce matin et il fait pas très chaud. Mais on s'est levé tôt parce qu'on s'est dit qu'on allait participer un peu plus à la vie du camp et surtout là, participer à la première tâche de la journée qui est de ramener les yaks au camp pour pouvoir ensuite prendre le lait des femelles. On va gentiment ramener les yaks au camp et voilà, je pense qu'il va être content de cette petite surprise. Allez, c'est parti. Venez. La question maintenant, c'est est-ce qu'on a ramené les bons? Les moments ensemble se poursuivent. On les aide modestement chaque jour. Les enfants, au début timides, nous accordent peu à peu leur confiance. On a la sensation petit à petit de ne plus être des invités, mais de commencer à faire partie de la famille. C'est touchant de se sentir accepté, surtout par les plus petits, qui au début se demandaient vraiment ce que deux étrangers venaient faire dans leur famille. Aussi, grâce à Dawit, on peut avoir de vrais échanges et on discute souvent avec Essen et son fils. On adore en apprendre plus sur eux, leurs traditions, et eux semblent contents d'en parler aussi. Ең мықты бүркітшінің енді үш нәрсесін айтып берші дейді, үш нәрсесін. Ал енді мынау бірінші болған енді құсты бұрын біздің ата бабамыз осы отбасын жаңағы бала шағасын құспен асырап келген болды. Ал екіншіден болғанда бұны салып бірден енді қолға алып салғаннан кейін обалды қылмай, қанатын кетірмей, обалына қалмай салу керек болды. Ал екінші болғанда бұны бірден енді алғаннан кейін, ұстағаннан кейін үйге байлап қоймай, жаңағы түлкі алғызбаса да забыл. Тау тасқа алып жүріп шақырулап, шырғалап, айына бір екі рет болам, үш рет болам шақырулап тұрамыз біз. Үшіншісі сол енді негізі. Бұл кезде сол балапан енді сол жаңағы қайтадан табиғатқа барып, өзі бұрынғысынша жем тауып жей ала ма, аң ұстай ала ма дейді.
Біз енді балапанды ұядан көріп жүреміз, әптен жетілгеннен кейін аламыз, одан үчікке асырап, әптен жетілтіп ап, күзде қайырып, аңға салып, жаңағы бау ашқызып, неше жыл салғаннан кейін, неше жыл салып дегенде балапан, тірнек, тас түлек, ана деген жылы жасқа шыққанда бұл жұмыртқа басуға тиісті. Жаңағы ана болып туады деген сөз. Жұмыртқа қалдыратын болып отыр ғой. Яғни сол жұмыртқа қалдыратын жасында біз ұядан алған балапанды күзге мекеніне қоя береміз. Ол қоя берген кезде біз әптен тойынтып, суыр шыққан кезде, қандай бір жазда аңның шыққан кезінде қайтадан қолға түспеш үшін жем қалың кезде қоя береміз, жотаның басына апарып. Ол одан жотаға шыққаннан кейін өз тамақ тауып жеп, ол ешқандай қолға түспейді. Сондықтан ары қарай тіршілігін адам құсап, ода тіршілігін жалғастырып кетеді деген сөз. Мен бүркітші болып бастағалы сол 8 құс салдым. Енді ешқандай баяғы қимай тұрамыз. Қимасақ та енді жіберуге мәжбүріміз ғой, енді ода тіршілік істеу керек. Аң болса да. Жаңағы осы енді бүркітшілік салт дәстүріміз болашақта қандай болады деп. Бұл қазақтың бүркітшілік қазақтың жалпы салт дәстүр деген нәрсесі енді ол жалғаса береді. Көшпенділік, жаңағы сал-серілік құру деген бұл бүркітпенен аң аулау деген нәрсе ол ешқандай тоқтамайды, жалғаса береді деген сөз. Peu importe les conditions de vie rudes qu'il décrit, la fatigue qui s'accumule entre le temps consacré à sa famille, son aigle et ses animaux. Peu importe qu'il vienne d'apprendre qu'il s'apprête à traverser des temps difficiles avec la perte prochaine de la moitié de son troupeau. Essen a toujours le sourire. Son sourire, ce petit sourire malicieux qui semble s'amuser de tous les aspects de la vie. Et cette énergie aussi. La poigne, enfoiré. On sent qu'il est fier et heureux que de plus en plus d'étrangers s'intéressent au mode de vie de sa famille et de son peuple. Ол енді біздің мына көшпенді елдің тіршілігін тамашалау, жаңағы мына алтын бүркіт дейді ғой, бүркіттің қасиеті деген өте күшті. Мұқым шетелден қалың адам кеп, осының қасиетінің арқасында сол шетелден қалың қонақ кеп, осыны тамашалап, бұл жуылшын келу деген енді ол жақсы нәрсе ғой. Біздің бірден өкіметімізге кіріп жатыр. Екінші талай адам, тоғашы, тілші, бүркітші деген құсаған бәрі жұмысты болып жатыр. Бізде Мұңғылда көп адам осы жуылшынменен жан сақтап отыр. Бұл енді сол бүркіттің қасиетімен келіп жатқан адамдар қай адамға да бізден пайдасы тиіп жатыр деген сөз деп ойлаймыз. Біздің енді бүкіл осы мұқым шетелден бізге дәм тартып келгендіктен енді біз қарсы аламыз, әркез қуанамыз. Мұқым шетелден досымыз деп ойлаймыз. Ce jour-là, après nos échanges dans la bonne humeur, les hommes ne rejoignent pas de suite la maison. Pour Erkku, c'est l'heure de l'entraînement. Et pour Essen, c'est le moment de nous montrer ce qu'il aime faire par-dessus tout. C'est parti. Essen et Erkibek qui nous attendent là, juste là-bas. Et du coup maintenant ils vont nous montrer leurs capacités, les capacités de leurs aigles et surtout eux leur qualité de chasseurs. J'ai hâte de voir ça. Le premier exercice est fait pour démontrer le lien qui existe entre l'aigle et son chasseur. Le chasseur en contrebas appelle son aigle perché plus haut. L'aigle doit reconnaître le cri d'appel de son chasseur et venir se poser sur son bras. Erkku est encore à ses débuts avec son aigle, et malgré les encouragements et conseils de son père, celui-ci a du mal à le rejoindre.
tandis que quand c'est le tour d'Essen avec le sien, So what's it gonna do now? It's another part of training, like how eagle is ready to catch the prey. Father, the Essen, he's going to drag some dead fox skin, and Irku is going to release the eagle. cet exercice combine discipline, vitesse et précision et nous montre à quel point l'aigle royal excelle dans ce domaine. Entraînant la fourrure à cheval, Essen et Irko simulent la prise d'une proie en conditions réelles. Cette fois-ci, le chasseur ne doit pas donner un signal à l'aigle pour qu'il vienne se poser sur son bras, mais au contraire, pour qu'il s'élance et attrape pour lui la proie. On éprouve toujours une certaine pudeur à filmer les gens dans leur quotidien, leurs coutumes. Mais particulièrement ce jour-là, on a pu sentir que nos caméras ne gênaient pas. Non seulement Essen avait l'air particulièrement heureux d'être dans les montagnes avec son fils et ses aigles, mais il le semblait aussi devant nos objectifs. Après avoir passé de longues heures dans la montagne, il était temps de rentrer au camp. Les tâches quotidiennes n'attendent pas. Et même si Aïsoulou aide sa maman du mieux qu'elle peut, les hommes ne sont jamais de trop en renfort à la maison.
Bir, iki. 1, 2, 3. Bir, iki. Men senin suyum. Men seni suyum. Oo, men senin suyum. Seku men seni suyum. Seku men seni suyum. Жаңа екеуміз ауысқа жатқанбыз. Kıdırşak. Kıdırşak. әйел адам жұмысы жаңағы еркек адамдыкымен бірдей маңызды жұмыс па дейді жалпы. Жоқ, ана әйел адамның жұмысы өте ауыр. Бізде еркектің жұмысы жеңіл, біз енді қой жесек ат үстінде жүреміз. Bir жаққа барсақ сол таңертең кетіп кешке келеміз, өз еркіміз өзімізде. Әйел адам болғанда үйін сыпырады, бауырсағын пісіреді, бір кітім пісіреді, күні кешке дейін әмір жоқ, кешке таңертең сиыр жасалады. Әйелдің бізде қыр шаруашылығында әйелдің жұмысы өте ауыр. Демалады дейтін, күндіз ұйықтайды дейтін болмыс жоқ. Өзіңді бақыттымын деп санайсың ба енді осы секунд кезіккеніңе? Иә, бақыттымын. Секу масырап тұр жаным. Секунд сүйем. C'est étrange de quitter la famille ce matin-là. On a un peu l'impression de partir au meilleur moment. Celui où des habitudes ont commencé à être prises. Celui où on a l'impression d'être des grands frères ou des grandes sœurs pour les enfants. Celui où on se sent entre vrais amis avec les parents. Celui où on a trouvé notre place. Dans cette région où il n'y a plus de barrière entre la nature, les animaux et les hommes. On sait à chaque fois que ces moments ne dureront pas éternellement. Et pourtant, c'est toujours un peu la douche froide au moment de se dire au revoir. Mais on ne compte pas dire au revoir à la Mongolie de sitôt. Alors, on leur promet qu'on reviendra les voir. On ne sait pas quand, mais on reviendra. Et pas dans 7 ans. Essen a compris qu'on était nous aussi des genres de Kazakhs, des nomades qui vivaient entre deux frontières. Et il sait qu'on tiendra notre promesse. En Mongolie, il est coutume de laisser de petits cadeaux quand on rend visite aux nomades. À notre arrivée, on avait apporté des fruits frais, denrées inconnues dans la steppe et même dans beaucoup de villages. Ce matin-là, on laisse quelques souvenirs plus personnels. Maxime laisse un de ses pantalons d'hiver. On offre un ballon qu'on avait pris soin d'acheter avant aux enfants. Et de petits chouchous brillants pour les filles. Ce n'est pas parce qu'on est nomade qu'on n'aime pas les paillettes. Sağlık. On a dit au revoir à la famille. Dawit est rentré chez lui. Et il nous a indiqué le cap à suivre pour retrouver à nouveau la ville d'Olgi. Mais on n'a pas envie de retourner de suite à la civilisation. Alors on suit le cap, mais exactement à l'opposé. Et on s'enfonce dans l'Altaï. Il fait un froid de début d'hiver, mais les couleurs de l'automne battent encore leur plein ici. La steppe dorée et les mélèzes de feu nous font de l'œil. Pas besoin de trop tendre l'oreille pour les entendre nous dire de rester. Ici, pas de pistes, ou très peu. Et comme la plupart sont complètement aléatoires car tracées par les va-et-vient des nomades, on s'oriente avec les vues satellites de nos cartes hors ligne. On repère les lacs, les reliefs, on essaie de deviner quelle piste ne va pas nous mener à une yourte, mais plutôt à la vallée voisine, et on s'arrête quand on trouve un endroit beau. On s'arrête souvent. Après ces moments avec Essen et sa famille, c'est comme si on avait besoin d'un sas avant de retrouver la réalité. Et ce ne sont pas les tableaux que cette partie de la Mongolie offre à nos fenêtres qui nous aident à renouer avec le réel. On profite d'un quotidien simple, sans programme. On s'imprègne du calme profond de la nature qui nous entoure, de la pureté de l'air, comme des lacs.
Ce matin, nouveau réveil dans les montagnes de l'ouest de la Mongolie. Et on a de la chance parce qu'il fait beau. Il fait très très beau. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure sensation pour nous le matin de se réveiller, d'ouvrir les volets et d'avoir les premiers rayons qui rentrent dans la cellule. À chaque fois, c'est une ambiance qui est juste toute douce, toute réconfortante. Et voilà, ça c'est quelque chose, même après plus de 2 ans à l'intérieur, qu'on se lasse vraiment pas d'avoir soit le matin, soit le soir. Et je regarde par la fenêtre et Delphine est déjà dehors, en train un peu d'explorer les environs. Appareil photo à la main. Ça non plus, je me lasse pas. C'est nouveau ça? Oui, on est en Mongolie. On fait comme les Mongols. Du coup c'est quoi? C'est 3 plumes, dont une de chouette et une d'aigle. Alors l'aigle, c'est ma touche personnelle. Et la chouette, c'est considéré comme un talisman ici, les plumes de chouette. Et toutes les personnes qu'on croise, peu importe que ce soit en ville ou au fin fond des forêts, tout le monde a ça accroché à sa voiture. C'est censé nous protéger. C'est le bonheur de pouvoir profiter de cette région en totale autonomie. L'orientation est tous les jours un défi. On se trompe 10 fois de piste et les rivières, pentes ou ponts de bois tremblants sont autant d'ascenseurs émotionnels pour notre 4x4 et nous. Mais l'émerveillement est toujours à la clé. C'est la Mongolie. Une intensité perpétuelle. Ce soir, on dort au milieu des yurts. Et on a de la chance d'en voir encore à ce moment de l'année. Parce que là, ça y est, il commence à faire froid. Et du coup, tous les éleveurs ils commencent à remballer les yurts et les mettre soit autre part, soit vivre dans les maisons en dur. Donc, Les conditions sont trop difficiles et même il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus assez d'herbe pour les troupeaux, donc il faut bouger. C'est la loi du nomadisme. ouais, donc là, il faut en profiter d'en avoir quelques-unes avec nous ce soir. Trop bien, il y en a quelques-unes. Je sais pas. J'ai toujours trouvé que les yurts faisaient habitation de contes de fées. Bien sûr, on n'ira jamais dire ça à des nomades. On a conscience que ce point de vue découle directement de notre idéalisme occidental. Mais quand même, il y a quelque chose de beau et réconfortant dans ces petites habitations circulaires en feutre. C'est comme si elles ajoutaient quelque chose d'un peu magique dans le paysage. D'autant plus quand ce ne sont pas des chiens qui montent la garde, mais des aigles royaux.